Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Avec elle, les histoires même les plus compliquées sont toujours élucidées. Clémentine Portier-Kaltenbach nous entraîne aujourd'hui à la rencontre de Vidocq, devenu célèbre avec la série qui porte son nom. Une série qui n'est pas disponible sur Netflix pour ceux qui la rechercheraient, mais sait-on jamais. Oh, c'était tellement génial, Vidocq. Mais Claude Brasseur, c'est Vidocq. Jusqu'à la fin des temps, ça ne sera que lui. Alors, le teaser de la série télé des années 70 disait la chose suivante. S'évader du bagne, se retrouver chef de la sûreté, accepter des missions policières et politiques de plus en plus importantes, mais se savoir menacé chaque jour d'être remis au fer en cas d'échec. Telle est l'incroyable et pourtant véridique histoire de Vidocq. Alors, en réalité, avec Vidocq, il faut vraiment faire le tri parce que presque tout ce qu'on sait de lui, c'est grâce à ses mémoires. Et ces mémoires sont un tissu de vantardises. Mais on est obligé de s'en contenter parce que les archives de la préfecture de police de Paris ont brûlé en 1871. Alors, ce qui est sûr, c'est que même si on se fie exclusivement aux mémoires de Vidocq, dès le départ, il ne cherche pas à se faire passer pour un enfant de Marie. Vidocq, ce n'est pas Jean Valjean, même si c'est lui qui va plus tard inspirer le personnage de Jean Valjean, de Victor Hugo. Vidocq, ce n'est pas le gars qui vole un pain pour survivre et qui est vraiment une pauvre victime d'une société injuste. Non, pas du tout. Lui, c'est vraiment un sale gosse. C'est un sauvageon. Un original qui, dès l'enfance, aime se travestir, pique les vêtements de sa maman. Il est le fils d'un boulanger d'Arras, né en juillet 1775, pas loin de la maison natale de Robespierre, figurez-vous. Donc, il y a quand même des destins qui se jouent dans des coins comme ça. Alors, lui, il ne se sent pas du tout l'âme d'un futur boulanger et dès l'adolescence, il se rebelle contre le destin qui lui est promis. Alors il commence à chaparder dans la caisse de ses parents, puis il passe à la vitesse supérieure, il leur vole leur argenterie, ça ne devait pas être grand-chose, hein. Il parle de 10 couverts en argent, parce que c'était quand même des boulangers, ils n'avaient pas, non, c'est pas l'argenterie de la Grande-Duchesse de Gerolstein, hein. Alors il fait quelques jours de prison à la demande de son père, puisqu'à l'époque on peut envoyer ses rejetons, comme ça c'est bien pratique, moi j'y pense parfois, je dis ça à mes enfants, le bon temps des lettres de cachet, on pouvait envoyer des enfants en tôle, hein. Mais, donc, quand je disais, il passe à la vitesse supérieure, il leur vole 2000 francs. Et il s'enfuit avec le projet de partir en Amérique. C'est déjà le rêve qu'il caresse, hein. On est juste à l'aube du 19e. Bon, finalement, lui-même se fait piquer tout ce qu'il a volé à ses parents, donc ce ne sera pas l'Amérique, ce sera Dunkerque, Calais, Ostende, Lille. Et c'est là le début d'une existence extraordinairement aventureuse, d'un jeune homme qui va faire tous les métiers. Il devient allumeur de lampions, il nettoie les cages des singes pour des bohémiens, et puis il aide un négociant ambulant qui vend des élixirs bizarres censés soigner les corps aux pieds. Alors à 17 ans, il a déjà fait toutes sortes de métiers, et tout naturellement, où atterrit ce genre de tête brûlée, hein, qui aime en découdre, en découdre, il peut se retrouver que dans un régiment ou en prison. Alors, dans un premier temps, il s'engage dans le régiment du duc de Bourbon. Comme c'est un type extrêmement énergique et batailleur, il est malin, il est bon, il devient caporal. Et puis il se rebelle parce qu'il se bat contre un officier supérieur. Enfin, là aussi, tout ça est assez logique. Du coup, il déserte parce qu'il ne veut pas passer en conseil de guerre. Bon, et puis il passe dans les troupes ennemies. Et là, il raconte, alors là, c'est Vidocq et ses élucubrations, qu'il ne voulait pas se battre contre l'armée française. Donc il se contente dans l'armée ennemie de former des soldats au métier des armes. Là, on voit Vidocq fanfan la tulipe, c'est-à-dire vraiment un peu le querelleur, bretteur sympathique. Bon, il fait moult séjours en prison dont il s'évade systématiquement. C'est un peu un genre de Vaujour. On ne peut pas le tenir en prison. Donc, Vidocq, magouilleur, chapardeur, querelleur, bretteur, il finit par être rattrapé par la patrouille et il va passer 6 longues années au bagne entre Brest et Toulon. Et comme on sait, c'est justement sa parfaite connaissance du milieu qui lui vaut en 1811 d'être mis à la tête d'une brigade spéciale constituée d'anciens forçats. En 1812, il devient donc chef de la sûreté instituée à la préfecture de police de Paris. Alors, ils sont logés rue Sainte-Anne, pas loin de la Bibliothèque nationale, là à Paris, pas loin de la rue de Richelieu et de la Comédie Française. Et c'est donc une bande d'anciens coupe-jarrets qui, entre 1812 et 1827, protège les Parisiens des coquins. C'est
assez extraordinaire. Alors, il est très consciencieux, Vidocq. C'est intéressant de lire ses mémoires parce qu'il note soigneusement toutes ses statistiques. Hein. Vous parliez tout à l'heure de Borniche qui a arrêté 500 truands, je sais pas quoi. Vidocq, lui, pour la seule année 1817, 772 arrestations, s'il vous plaît. Nature des vols, à la détourne et au bonjour, à la tire et au filou, à la gêne et au flouant. Objet des délits, rampe enlevée, plomb dérobé, 20 réverbères pris rue Fontaine-au-Roi. Hein, on voit que c'est une typologie des actes délictueux qui n'a pas grand-chose à voir avec celle de notre époque. En tout cas, ce qui nous plaît chez Vidocq, ce sont ses 1000 vies, son énergie, sa débrouillardise, ses évasions, son art du déguisement, son côté filou, chafouin. C'est cet homme qui sans cesse oscille entre sortie de route et droit chemin. C'est pas un rond de cuir de la police, c'est pas un fonctionnaire, Vidocq. Et les vicissitudes de la vie ont fini par faire de lui un gars bien. Et puis il est aussi le premier détective privé de notre histoire et le père du roman policier. Il a inspiré, je le disais tout à l'heure, Jean Valjean à Hugo, mais c'est aussi lui qui inspire Vautrin à Balzac, Alexandre Dumas père, Jacal dans les Mohicans de Paris, et à Eugène Sue, le personnage de Rodolphe de Gerolstein dans Les Mystères de Paris. Alors vous voyez, face à l'inspirateur d'une telle série noire, vous conviendrez que les Maigret, Nestor Burma et Huntre Navarro peuvent aller se rhabiller. C'est des poulets trop bons, presque trop beaux pour être vrais, auxquels pour ma part j'ai toujours préféré Les flics entre chien et loup à la Vidocq que nous propose le cinéma d'Olivier Marchal. Bravo. Merci Clémentine Portier-Calder. Il n'a jamais replongé, Vidocq? Non. Oui, mais enfin, vous savez, je pense qu'il avait eu sa dose parce qu'avant d'être envoyé au bagne, il avait fait de longues peines de prison. Oui. Puis c'était une force de la nature surtout. C'était un sacré bestiau, je crois. Mais vous savez, je pense que ça fait partie de ces comètes que l'on voit surgir dans notre histoire et dans tous les milieux. Et lui, c'est vraiment ça. C'est étonnant que un Depardieu aurait pu incarner Vidocq dans sa jeunesse, voyez. Tout le monde n'a pas l'étoffe pour le. Il faut pas, voilà. Oui, bien sûr. Stéphane, bien quand sûr. même, c'est un bon acteur maintenant. Il joue. Oui, mais enfin, Stéphane, je le vois trop dans Vidocq, ça aurait de la gueule. Moi, je vois déjà les affiches un peu partout dans Paris. Vivement que les cinémas rouvrent. Clémentine. Pour le moment, je n'ai tourné que pour la télé. Oui, mais justement, la petite lucarne bientôt, le grand écran, Oui, Stéphane. merci Merci Clémentine.